Il est 20h33, vous êtes dans le 20h BFM et nous avons la joie d'accueillir deux invités ce soir. Olivier Weber, bonsoir. Bonsoir. Écrivain et grand reporter, et vous êtes aussi l'auteur notamment d'un été en mer aux éditions Actes Sud. Vous rentrez tout juste aussi d'Asie centrale. Vous nous racontiez à l'instant vos voyages dans cette région. Bonsoir Olivier de Bavinkov. Bonsoir. Ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN. On est ravis de vous accueillir dans le 20h BFM. On parlera ensemble dans un instant de ce sujet à la une de l'opinion qui résume très bien les choses. Je trouve guerre hybride, l'Europe face au stress test russe. On va revenir sur la réponse que les Européens pourraient apporter. Mais d'abord, cette information, c'est l'une des informations importantes de la soirée. Le décès d'un photojournaliste français. Le voici ici à l'image. Il avait 37 ans. Il s'appelait Anthony Lalican. Il a été tué sur le front ukrainien, dans le Donbass précisément. C'est à l'est de l'Ukraine, dans une attaque de drone. Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Ce soir, le président de la République a réagi évidemment à ce décès. C'est le signe, Olivier de Bavinkov, qu'aujourd'hui, sur le front ukrainien, la première menace, ce sont ces drones russes. Oui, au-delà de la menace proprement dite, c'est aussi le courage de ces centaines de journalistes qui couvrent au fond ce conflit. Et ce conflit qui évidemment est un conflit extrêmement meurtrier, assez indiscriminé, avec des cibles qui sont à la fois des cibles militaires et des cibles civiles. Car si l'on parle beaucoup des pertes du côté russe comme du côté ukrainien, il faut bien penser que la population civile souffre énormément. Et ces centaines de journalistes qui sont issus de nombreuses rédactions, bien évidemment, prennent des risques considérables pour nous informer, nous apporter des éléments extrêmement sensibles, extrêmement tangibles. Et c'est grâce à eux qu'on peut voir comment les choses se déroulent. Là, en l'occurrence, ce qui est dit, je n'ai pas d'informations Une particulières. enquête a été ouverte, évidemment, pour comprendre les circonstances de ce décès. À ce stade, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on voit très bien que sur l'ensemble du front ukrainien, cette zone que nous appelons, et c'est un terme terrible, la kill zone, qui est en fait une zone d'une trentaine de kilomètres qui sépare, entre guillemets, les deux armées qui sont très imbriquées. Sépare n'est pas le bon terme, mais les deux armées sont l'une face à l'autre et imbriquées. Cette zone d'une trentaine de kilomètres est une zone où principalement opèrent les drones des deux côtés, des drones russes comme des drones ukrainiens, qui au fond sont devenus l'arme principale, majeure, essentielle, qui, à la fois pour l'offensive comme pour la défensive, permet de tenir et d'infliger des pertes à l'ennemi. Et il est très probable, effectivement, que ce soit un drone qui ait tué ce journaliste photographe. C'est en tout cas ce qui a été confirmé par l'agence pour laquelle il travaillait, par le président de la République aussi. C'est le 17e, Olivier Weber, 17e journaliste tué dans le cadre de ce conflit ukrainien, le 3e français. Il était là pour rapporter les faits. Vous savez mieux que quiconque ce que c'est et les risques que cela comporte. Oui, ce sont des risques de plus en plus importants. Alors moi, j'ai été au début de la guerre en Ukraine et c'était assez anarchique, on va dire. Les drones n'étaient pas encore tout à fait là. Il y avait certes des chefs du côté russe, mais c'était surtout les Ukrainiens qui avaient la main avec les drones turcs Bayraktar. On n'en parlait pas autant de ces On n'en parlait drones. pas autant et ils arrivaient en quad dans la forêt avec le pilote de drone derrière, on dégageait un peu des arbres, puis on lançait le drone, etc. Aujourd'hui, effectivement, comme le disait le général, on est sur une volatilité incroyable au niveau de la frontière. Ça peut aller même jusqu'à 40 km. Moi, j'ai vu des blessés du côté ukrainien, donc des militaires qui ont ravitaillé en drone avec des médicaments, parce qu'ils ne pouvaient pas s'extraire des tranchées où ils étaient à cause des drones russes, justement, etc., etc. Et il y a la population civile qui en souffre beaucoup. Moi, j'ai été frappé lors du dernier voyage que j'ai pu faire pour un reportage, mais aussi pour une mission humanitaire avec Douleurs sans frontières, et un grand médecin qui s'appelle Alain Seri, de voir autant de blessés et surtout d'amputés. C'est cumulatif maintenant, évidemment, mais vous voyez beaucoup de jeunes qui ont 20 à 25 ans, qui sont amputés ici à l'épaule, donc on ne peut pas appareiller quand c'est trop court, et à l'aine, quelquefois les deux. Et on parle dans le cercle des blessés de 150 000 amputés, c'est la meilleure estimation que j'ai pu avoir. Et puis deuxièmement, les gueules cassées, c'est 14-18, le nombre de personnes qui ont été réparées. D'ailleurs, ils sont géniaux, les chirurgiens de guerre, souvent sont des civils, réquisitionnés bien sûr pour la chirurgie de guerre du côté ukrainien, qui réparent avec des bouts de genoux, avec des bouts d'os, etc. Tout le côté chirurgie esthétique et faciale. Et ça, c'est quoi? C'est d'une part des shrapnels, éclats d'obus, et deuxièmement,
deuxièmement, beaucoup les drones. Et là, évidemment, c'est une guerre de plus en plus automatisée, de plus en plus dangereuse. Il est très dangereux, même pour les civils, de vivre encore à quelques kilomètres de la ligne de front. Et évidemment, ces décès, ces pertes nous rappellent aussi, Olivier de Bavinkov, à quel point, alors qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans le ciel aérien européen, mais à quel point les combats font rage en ce moment même, notamment dans le Donbass. Oui, c'est exactement ça. Je pense que on se rapproche, vous savez, de la durée de la Première Guerre mondiale. Nous nous en approchons tout doucement. Au mois d'avril 2026, ce sera la même durée que du 2 septembre 1914 au 11 novembre 1918. Ça veut dire une durée considérable. En France, nous avons tous la mémoire, ne serait-ce que parce que les monuments aux morts qui ont fleuri dans l'ensemble des villages et des villes françaises nous rappellent ce qui a été le sacrifice des 1 700 000 soldats qui sont morts côté français, mais le même nombre côté allemand, 900 000 côté britannique, qui sont morts au cours de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est dire à quel point nous avons cette durée considérable qui, 4 ans et demi, 4 ans de guerre bientôt, 4 ans de guerre bientôt. Et ensuite, évidemment, cette guerre qui est devenue une guerre de drones, essentiellement une guerre de drones. Je parlais de la kill zone tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Les centaines de milliers de drones qui sont de toute taille, de toute nature, et qui remplissent chacun des missions différentes, et qui, au fond, d'un côté comme de l'autre, sont devenus l'arme principale du combattant à tous les échelons, depuis le combattant élémentaire jusqu'à la section, la compagnie, le bataillon. C'est l'emploi de ces drones qui, aujourd'hui, est l'emploi principal des deux armées. Et sur ce point-là, juste, l'Ukraine semblait effectivement plutôt en avance au début du conflit, dans la guerre des drones. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas et pour le coup, la Russie et l'Ukraine sont au même niveau? Alors, d'un point de vue technique, oui, on peut dire que probablement... En termes de technicité, et oui. de quantité aussi, de stock. Vous savez, il n'y a pas que la technicité. Je pense que du point de vue technique, les drones d'un côté comme de l'autre ont à peu près les mêmes capacités et les mêmes performances, si on peut appeler ça de la performance. En revanche, ce qui change les choses, c'est l'ingéniosité, c'est l'habileté, c'est l'autonomie, c'est l'initiative, c'est l'organisation du commandement. C'est le fait que vous soyez soit en offensive, donc vous vous découvriez pour avancer et conquérir des positions, soit en défensive, vous défendez à partir de positions qui sont très tenues et très protégées. Et donc très naturellement, l'efficacité des drones, elle dépend de tous les facteurs que j'ai évoqués, et principalement de cet esprit d'initiative, de responsabilité qui est donné aux plus petits échelons, mais également de la posture générale de l'armée. Et aujourd'hui, on voit bien que les Ukrainiens et les Russes, qui sont d'ailleurs dans un rapport de force, on parle toujours de l'immense Russie face à la petite Ukraine. La vérité, c'est qu'il y a un corps expéditionnaire russe qui fait à peu près 700 000 hommes en Ukraine. Et il y a 900 000 Ukrainiens qui ont été mobilisés. Admettons qu'il y en ait 300 000 à l'arrière. Il y en a 600 à 650 000 sur le front. Et il y a une situation qui est relativement équilibrée du point de vue de la masse de combattants. Ce qui fait la différence, c'est l'utilisation et l'emploi de ces drones. Alors il y a les combats et il y a aussi effectivement les intimidations répétées dans le ciel, dans l'espace aérien européen après la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, le Danemark. Voici donc que l'Allemagne et la Belgique ont signalé à leur tour des survols de drones suspects, notamment au-dessus d'une base militaire entre la Belgique et l'Allemagne. Ça s'est passé ces dernières heures. Les provocations se succèdent. On assiste désormais un discours de fermeté de la part des Européens, mais au-delà de ça, on a du mal, Olivier Weber, à comprendre quelles seront les réponses concrètes des Européens. Que vous inspire, vous, cette guerre hybride et la réponse des Européens? Oui, parce qu'il y a le mélange, d'une part, de la guerre frontale, quand on essaie de menacer un pays, quand on survole un aéroport, même civil, peut-être même surtout civil, comme à Copenhague ou ailleurs, c'est déjà un début de guerre frontale. C'est la guerre hybride plus, on va dire. Et les Russes sont très forts pour ça. On l'a vu, bien sûr, avec l'Arménie, on l'a vu avec la Géorgie, où je me suis rendu récemment. Cette guerre hybride, elle est extrêmement dommageable, parce qu'évidemment, ça vise à renverser un pouvoir et surtout à terroriser la population. La guerre des drones fait partie aussi de cette terrorisation de la population. Et la population ukrainienne résiste. Quant à l'Europe, évidemment, c'est un test, je dirais,
militaire que d'envoyer des drones, y compris peut-être avec ce fameux bateau fantôme arraisonné par les Français pendant 2 jours, le Boracay, qui s'appelle d'ailleurs le Pushpa, qui était rématriculé 4 ou 5 fois, et dont on suppose qu'il avait des drones à bord, puisqu'il s'est dérouté du fameux rail maritime qui passe sur la Baltique au nord du Danemark, on voit un petit peu là sur la carte. Mais, et qui a visiblement donc repris son chemin initial désormais. Qui a repris son chemin initial, après avoir été absolument. intercepté par la France. Et c'est très bizarre, ça participe aussi de cette guerre hybride. Le bateau qui devait partir en principe vers un port assez connu d'ailleurs qui est approprié à 49% par Rosneft, une compagnie pétrolière en Inde, s'est arrêté, a fait ce qu'on appelle en marine des ronds dans l'eau devant Saint-Nazaire. Donc c'est assez bizarre, à la limite d'ailleurs juste des eaux territoriales françaises. Les fameux 12 000 marins, ça fait à peu près 20 km au large de Saint-Nazaire. Pourquoi? Parce que c'est comme pour les drones, c'est pour tester la réaction. Donc il y a un côté militaire bien sûr, il y a un côté opérationnel, mais aussi un côté politique. Quelle va être la réponse commune de l'Europe? Pas de la France, pas de l'Allemagne, la réponse commune. Et là, évidemment, on sent qu'il y a un test de la part de la Russie avec ses drones, avec évidemment ses survols. Il y a évidemment aussi peut-être une idée de briser aussi ou de tenter de terroriser là aussi les opinions publiques. Je peux vous dire que j'ai parlé des Polonais et des Allemands il y a quelques jours. Ils se disent, bon, vers quoi on va? Est-ce qu'on va nous attaquer? Enfin, des citoyens de la vie de tous les jours, entre guillemets. Mais il y a quand même cette peur qui monte. Et je crois que tout ça, c'est organisé, c'est assez pérenne et c'est inquiétant pour l'Europe. Ce qu'il faut, c'est une réponse ferme, évidemment, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde au niveau des 27. C'est pas évident parce qu'évidemment, on sait très bien qu'au niveau de la Slovaquie et de la Hongrie, évidemment, ça bat de l'aile. Mais en tout cas, on peut penser qu'une réponse ferme serait intéressante et surtout le fait d'abattre ces avions, enfin ces drones, ce sont des petits avions qui survolent précisément, Olivier de Bavinkov, au-delà du discours, au-delà des déclarations de plus en plus, menaçantes de la part des dirigeants européens, notamment Emmanuel Macron. Quelle est la réponse concrète qui se profile selon vous? Parce que, en attendant, ces incursions se répètent, elles deviennent quasiment quotidiennes. Je pense qu'il faut relativiser. Il faut un peu relativiser les choses. C'est vrai qu'il y a une simultanéité, une coïncidence de ces événements dans le temps depuis une dizaine de jours, une petite quinzaine de jours, qui laisse à croire qu'il y a l'État russe qui est derrière et qui mène ces offensives hybrides. Pour autant, on voit bien qu'il y a 2 types de réactions en Europe qui sont assez différentes les unes des autres. La première, il y a les États, comme la France, la Grande-Bretagne, d'autres encore, qui se sont préparés depuis longtemps, qui ont une organisation du commandement, une structure de commandement, qui est d'ailleurs en France reliée directement au Premier ministre, et qui dispose de moyens qui lui sont propres, affectés en temps réel, en permanence, et qui permettent de répondre à ces différents types de menaces. Ensuite, la décision d'abattre un objet volant non habité ou un objet volant habité est une décision qui est éminemment politique. Et c'est très bien que cela soit ainsi, car les conséquences de la chute d'un de ces objets sur le territoire ne sont pas neutres. Évidemment, si c'est un petit drone qui fait 500 grammes, c'est pas la même chose qu'un drone avec une envergure très importante, telle que ceux qui ont tourné autour de l'aéroport de Copenhague. Mais on voit bien que la perturbation qu'introduisent ces éléments doit être prise en compte et doit être traitée. Et puis on voit bien aussi qu'un certain nombre de pays ne sont pas préparés à la réaction. Ils n'ont pas la structure de commandement, ils n'ont pas l'organisation, ils n'ont pas les moyens Vous parlez dédiés. des pays baltes notamment? Oui, il y a beaucoup de pays qui, au fond, se découvrent aujourd'hui assez démunis face à ce type de menaces hybrides auxquelles ils n'ont pas vraiment réfléchi, auxquelles l'appareil d'État n'a pas réfléchi avec l'ensemble de ses composantes. Mais si on suit votre logique, Olivier de Bavinkov, est-ce qu'on peut donc considérer qu'aujourd'hui la France est relativement épargnée par ces incursions de drones parce que ceux qui les lancent savent que nous sommes mieux préparés? Non, je ne crois pas qu'on est particulièrement préservé. Je pense même que du fait de la posture... Par rapport au Danemark, de fait, on l'est quand même. Du fait de la posture singulière de notre pays, du fait que nous soyons une puissance nucléaire et que nous ayons une puissance très importante dans beaucoup de domaines, je pense que nous serons probablement ciblés. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces menaces, qui sont des menaces sous le seuil de la confrontation, mais qui sont des menaces pour autant extraordinairement déstabilisantes, ne serait-ce que pour les activités économiques, les activités aériennes, la sécurité, la confiance tout simplement de l'ensemble de nos concitoyens, doivent être prises en compte.
Et l'effet répétition, ça aussi, ça joue sur l'opinion publique dont vous parliez, Anne-Charlène. Est-ce que vous pouvez peut-être, alors une double question en quelque sorte, nous rappeler de qui ressortit cette compétence de, vous avez dit, atteindre un objet volant, habitant ou pas, etc. Parce qu'on nous parle de l'Union européenne, on nous parle de l'OTAN, mais au fond, la souveraineté, c'est sur le territoire, la mer et l'air. Donc normalement, c'est une souveraineté, une compétence nationale. Donc peut-être que vous pouvez nous repréciser ce point. Et moi, j'en ai une deuxième qui va un peu avec. C'est au fond, cette logique d'escalade. Vous le dites, on est sous l'agression. Mais c'est-à-dire, elle va jusqu'où cette échelle où on n'est pas en conflit avec quelqu'un? C'est une question d'appréciation. C'est ça. Comme toujours. C'est une question d'appréciation. Pour la première question sur l'organisation, les choses sont assez simples en France. En France, il y a un grand commandement qui s'appelle le CDAOA, le commandement de la défense aérienne des opérations aériennes, qui a été créé il y a, de mémoire, bien plus de 30 ans, qui est un commandement de l'armée de l'air, un grand commandement de l'armée de l'air, qui est relié directement au Premier ministre. Mais qui décide. Comment? Mais qui décide. Seul. Oui, ce grand commandement dispose de l'ensemble des moyens d'appréciation lui permettant de juger de la réalité de la menace et de l'urgence de la menace. Et il dispose également de l'ensemble des moyens de réponse lui permettant de neutraliser, d'abattre, d'intimider, d'obliger à se poser un appareil qui aurait un plan de vol qui ne correspondrait pas à ce qui a été déposé. Bref, de lever l'indétermination au profit du Premier ministre, du politique, quel qu'il soit, qui prendra la décision. Car la décision de tir appartient au Premier ministre. Mais l'ensemble des moyens sont 24 heures sur 24 en alerte, disposés sur le territoire, avec toute une gamme qui permet de répondre, et avec évidemment une liste très précisément identifiée depuis très longtemps. Tout ça fait l'objet d'un travail considérable, génération d'officiers après génération d'officiers, pour identifier quelles sont les cibles prioritaires, quelles sont les zones les plus risquées, quels sont les délais d'intervention, quels sont les... tout ça, c'est un énorme travail. Et quel J'essaie de le résumer en quelques secondes. telle réponse. En parlant d'appréciation, je voudrais qu'on écoute, parce que tout ça, évidemment, s'inscrit dans le même temps, dans la même séquence, les mots de Vladimir Poutine prononcés hier à Sotchi et notamment adressés aux Européens, aux Français aussi. Nous entendons dire qu'en Allemagne, par exemple, on affirme que l'armée allemande devrait redevenir la plus puissante d'Europe. Eh bien, très bien, nous écoutons attentivement, nous observons. Qu'entend-on exactement par là? Je pense que personne ne doute que la réponse de la Russie ne se fera pas attendre. La réponse à ces menaces sera pour le moins très convaincante. Il s'agit précisément d'une réponse. Nous n'avons jamais initié nous-mêmes une confrontation militaire. Malheureusement, il n'a pas encore été possible de mettre fin au combat. Mais la responsabilité de cet échec n'incombe pas à la majorité, mais à la minorité, principalement l'Europe, qui n'a cessé de rechercher le conflit. De nombreux pays sont en guerre contre nous. Tous les pays de l'OTAN sont en guerre contre nous. Ils ne le cachent même plus. Olivier de Bavarkov disait tout est une question d'appréciation. Olivier Weber, comment appréciez-vous ce discours de Vladimir Poutine? Ça ressemble presque à une déclaration de guerre. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'en même temps, il n'a cessé que de faire monter les enchères et les menaces depuis le début de la guerre, y compris sur le nucléaire, etc. On voit bien évidemment que ça n'a pas été suivi d'effet. Deuxièmement, il y a toujours cette logique aussi d'intimider, de terroriser, de diviser, en l'occurrence l'Europe, mais pas que. Et puis troisièmement, il y a comment dirais-je, il met les cartes sur table et puis il transforme son statut d'agresseur en agressé. Quelque part, il y a un message pour le reste du monde, pour le Sud global, pour les pays africains, pour les pays asiatiques, en disant, regardez, nous avons raison, c'est l'Occident qui est responsable. D'ailleurs, l'Europe, ou l'ensemble de l'Europe est considéré comme un ventre mou par la Russie, mais aussi par la Chine. Et donc, il y a ce côté recherche de chevaux de Troie au pluriel, avec la Slovaquie, avec la Hongrie, etc. Donc, il tacle le terrain, et puis il reprend presque du poil de la bête. Honnêtement, si on résume, la guerre menée contre Kiev, la capitale, en février 2022, c'était une erreur. C'était évident que Kiev ne pouvait pas tomber. Les Ukrainiens attendaient d'ailleurs dans la ville pour faire du combat terrestre, presque de rue à rue. Les Russes, par contre, si la Russie avait simplement évolué du côté du Donbass avec 10, 20, 30, 40 kilomètres à l'ouest,
les amis ambassadeurs de France me disent on n'aurait pas bougé, les Européens n'auraient pas bougé. Donc là, il y a une faute, on va dire, parce que finalement, la guerre dure depuis 3 ans et demi, c'est énorme pour la Russie, c'est quand même un effort de guerre, c'est quand même un coût qui est énorme au niveau politique, au niveau contrat social, au niveau diplomatique, etc. Bien sûr, il y a une inflation qui commence elle est un peu jubilée, mais on est quand même à 8%. Le taux d'intérêt de la Banque centrale russe, de Madame Nadyulina, c'était baissé de 21 à 20, maintenant à 17%. Mais c'est énorme. C'est-à-dire, si vous empruntez comme entreprise ou comme particulier, c'est bien au-delà de 17%, etc., etc. Donc il y a une menace sur l'économie. Poutine le sait. Il essaie de renverser la vapeur et il veut surtout gagner la guerre rapidement. Je ne crois pas que ça soit possible. Ça sera peut-être difficile pour les Ukrainiens de reprendre le terrain perdu. Mais en tout cas, gagner la guerre, enfin aller plus loin en tout cas du côté russe, ça sera compliqué. Donc il y a un côté aussi jeu sur la scène diplomatique pour regagner du prestige et pour attirer à la Russie des pays tiers que sont les pays du Sud. Et quand on l'écoute sur la longueur, c'est intéressant parce qu'il est effectivement dans cette dépiction d'une Russie qui est l'agressée en réalité, qui est l'agressée par l'Occident qui veut continuer à dominer le monde. Aujourd'hui, dit-il, on est dans un monde multipolaire qui n'a jamais été aussi multipolaire, avec des puissances émergentes qui viennent contester, mais encore une fois, il est, et on l'a entendu dans le début de l'extrait qu'on vient d'entendre, dans l'argumentation qui consiste à dire la Russie ne fait que se défendre. Absolument. Et alors, c'est un discours agressif, offensif, qui fonctionne à l'intérieur. On voit bien, il y a une sorte de galvanisation, entre guillemets, d'après ce qu'on peut comprendre par les sondages, qui sont bien sûr biaisés, mais il y a des sondages qui sont faits à l'extérieur sur la population russe. C'est un discours qui marche. Deuxièmement, à l'extérieur, on est dans un monde, vous le disiez à l'instant, Thierry, qui est de plus en plus fracturé, avec une montée en puissance du rapport de force au détriment du droit. Donc il y a la Chine, il y a la Turquie qui est un néo-empire, qui redevient expansionniste, la Russie bien sûr. Ça correspond aussi au discours de Trump. Et donc ça peut plaire dans les pays du Sud. Et oui, effectivement, c'est un discours offensif qui est décomplexé, on va dire, aujourd'hui. Un discours offensif à l'égard des Européens et plus particulièrement à l'échelle de la France. Et oui, il nous traite comme des petits. Il y a des déclarations de Vladimir Poutine qui sont au vitriol contre Emmanuel Macron, et notamment, et ça c'est une question que j'avais envie de vous poser, notamment une paraphrase très longue sur la situation interne de la France, et il dit en quelque sorte, en substance, c'est parce qu'il n'est pas puissant sur son sol qu'Emmanuel Macron va chercher l'argument de la guerre internationale pour se renforcer. Est-ce que ça compte quand même pour la voix de la France? On se rappelle du gaullisme, de cette idée d'une très grande souveraineté, de cette idée d'une voix forte. Est-ce que ça peut compter quand même, cet affaiblissement sur le plan national? Oui, ça peut compter. En même temps, la France parle d'une voix assez homogène, on va dire. Alors c'est vrai que dans la relation bilatérale, Poutine et le président Macron, on sent bien que Poutine en veut à Macron. Macron était un peu le go-between, l'intermédiaire, qui essayait de négocier, qui disait à un moment, il ne faut surtout pas humilier la Russie, donc Poutine. Et donc, Poutine, il voit bien évidemment que la position de la France, elle a changé, elle est beaucoup plus déterminée, offensive qu'auparavant. Et elle pèse d'un poids important, puisque puissance nucléaire d'une part, deuxièmement, membre permanent du Conseil de sécurité, troisièmement quand même, un grand pays de l'Union européenne avec le couple franco-allemand, donc avec l'Allemagne. Donc il essaie d'enfoncer un coin, Poutine, d'une part dans l'opinion publique française et deuxièmement sur l'Europe. Et puis c'est pour dire aussi que le président Macron a dissous l'Assemblée nationale, il est un peu plus faible qu'auparavant, sachant quand même que ça reste une puissance importante et une puissance nucléaire. Donc c'est un discours aussi qui est très offensif, c'est vrai. D'où le test aussi pour ce bateau. C'est important, hein, c'est pas un épiphénomène, le bateau Boracay qui était arraisonné par la marine française, qui était porteur de drones apparemment, d'après ce qu'on sait. Donc pourquoi est-il resté à la limite des eaux territoriales? Voilà, ça fait partie du test, ça fait partie un peu de la provocation, ça fait partie de la menace, et tout ça est un corpus assez inquiétant. Le voici, ce bateau, oui. Oui, j'allais dire justement, général, dans la suite de cette discussion, le président de la République dit qu'il faut franchir un pas dans la politique d'entrave, en parlant de ces vaisseaux fantômes russes. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous savez, une entrave. Moi, je ne suis pas un marin. Vous non plus, j'imagine. Non. Parce que la France, la France est une grande nation maritime, mais c'est vrai qu'on a aussi un tout petit peu les pieds dans la glaise. Moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'en 2025, on tolère que naviguent à la surface du globe des centaines de pétroliers, certains dans un état... Entre 800 et 1000, a dit le président de la République. Certains dans un état qui est totalement inconnu du point de vue des machines, de la coque, de la double coque, de la triple coque, de la quadruple coque pour prévenir les marées noires si d'aventure elles survenaient.
sous pavillon de complaisance, sans être assurés au Lloyd's, qui refuse de les assurer au regard de l'état du navire et probablement du caractère extraordinairement louche de tout ce qui tourne autour de ce navire, et comment la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, nos pays, tolèrent que ces navires prennent la mer, s'approchent de nos côtes, traversent les détroits, le channel entre la France et l'Angleterre, mais également la mer Baltique, etc. Comment se fait-il qu'en 2025, a trop laissé nous tolérions ça et nous considérons qu'on ne peut rien faire? On ne peut qu'est-ce pas qu'on peut faire, justement? Et si demain, des pétroliers s'échouent avec des centaines de milliers de tonnes de cargaison sans qu'on puisse savoir pourquoi ils se sont échoués? Ils l'ont fait délibérément, volontairement, involontairement? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les surveiller davantage? Intercepter plus régulièrement? Mais il me semble qu'on doit, au minimum, contrôler tout cela, interdire la circulation, vérifier l'état des navires, contrôler la formation des équipages. L'ONU? Mais il faut absolument se saisir de cette question. Enfin, on parle toujours d'environnement, mais l'environnement, c'est très concret. Là, ce sont des centaines de navires avec des centaines de milliers de tonnes de carburant à bord de chacun de ces navires et qui naviguent impunément sans qu'on vérifie, sans qu'on vérifie le b.a.-ba de ce qu'on vérifierait pour n'importe quel petit bateau de plaisance dans n'importe quel port français. Vous qui voyagez beaucoup, vous en avez croisé souvent des bateaux comme ça? Vous aviez déjà entendu parler de ces flottes parler, croisé non. fantômes. Par contre, ce que j'ai vu, c'était les bateaux. Alors, c'est intéressant parce que ça vient d'une technique que les pirates du détroit de Malacca, où passe le détroit de Malacca, c'est Singapour, Thaïlande, Malaisie. C'est un tiers de la flotte mondiale qui passe par ce détroit. Enfin, un rail comme ça qui contourne Singapour. Et des pirates avec beaucoup de corruption et d'implication d'agents dans des ports d'Asie, arrivaient à capturer un bateau en faisant un bateau mer, qui est un bateau fantôme, rématriculé d'ailleurs à Singapour ou à Hong Kong, avec quelques dizaines de milliers de dollars. Les Russes ont fait la même chose. Là, cette flotte, elle est sous pavillon béninois, djiboutien. Alors pour le Barakaï, là, donc les Béninois et les Djiboutiens ont dit non, c'est pas chez nous, c'est totalement faux, etc. On repeint la coque quelquefois, on change de nom bien sûr, etc. Et c'est effectivement des bateaux qui ramènent au moins 20 millions de dollars pour chaque cargaison. 100 000, 110 000, 120 000 tonnes, etc. Ce sont des bombes flottants, vous avez tout à fait raison. Et deuxièmement, alors c'est intéressant parce qu'il y avait un article dans le New York Times, c'était hier ou avant-hier, avec un chercheur de CSIS, qui est un institut de recherche, qui disait, grosso modo, il faut plus de contrôle, effectivement. Il faut empêcher ces bateaux de passer par les passages connus. Alors, c'est compliqué avec Istanbul, parce qu'il y a une convention qui date de 1936, s'appelle la convention de Montreux. Mais le canal de Suez, alors évidemment, les Égyptiens ne sont pas contents, parce que ça rapporte entre 4 et 7 milliards de dollars, si je ne dis pas de mémoire, c'est à peu près le chiffre. Mais on peut contrôler, Et alors même, la troisième solution abordée par le New York Times, citant ce chercheur, c'était de dire action, je n'ai plus terme en tête, action de sabotage. C'est-à-dire, grosso modo, monter à bord, comme il y a eu des opérations au large de la Somalie sur les petits bateaux, les grands bateaux, même la piraterie maritime. Et donc voilà, alors c'est inquiétant parce qu'en même temps, ces bateaux permettent à la Russie, en déversant le pétrole en Inde, en déversant le pétrole en Chine, contournant les sanctions imposées, en contournant les sanctions, d'apporter au moins 20 à 30% du trésor de guerre, du budget de guerre des Russes. Donc c'est important, 13 milliards de dollars par mois. Voilà, absolument. C'est important de s'en occuper et j'ai l'impression qu'on a un peu trop longtemps fermé les yeux du côté européen. Olivier de Bavinkov, est-ce que là je fais appel à votre intuition, pour vous, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il peut y avoir un lien entre ce bateau et ces incursions de drones répétées dans le ciel européen, où il faut rester extrêmement prudent? Moi, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent tant qu'on n'a pas les preuves évidentes. Et j'imagine que des gens très compétents sont en train de les chercher. Il faut attendre un peu avant d'attribuer. Ce qui est certain, c'est que ce type de bateau, ce type de plateforme permet tout à fait d'emporter, de lancer et de récupérer des drones à des fins de renseignement, de perturbation ou même à des fins de frappe, bien évidemment. Ce type de bateau permet ce genre de choses. Maintenant, l'attribution demande, au-delà de cette espèce de coïncidence auquel on a assisté, sur laquelle j'insistais tout à l'heure, ça demande tout de même d'apporter des preuves qui soient plus claires que celles dont nous disposons à l'heure où nous parlons. De la même manière, ces drones, ces incursions de drones répétées depuis quasiment 2 semaines maintenant, Thierry Arnaud, on est bien d'accord que pour l'instant, on ne peut pas dire formellement
que ces drones sont des drones russes. Non. Alors, si vous faites référence à ce qui s'est passé au large du Danemark, au-dessus du Danemark, au-dessus de l'aéroport de Copenhague, à ce qui s'est passé en Belgique, en Allemagne, vous avez absolument raison. La seule preuve, entre guillemets, dont on dispose concerne la Pologne. Vous vous Les souvenez avions. parce Non, que là, c'est pas les avions en Pologne. parce que là, pour le coup, les drones ont été abattus par les sûr. Polonais, certains d'entre eux en tout cas, et à partir du moment où ils tombent, c'est l'un des avantages à pouvoir les neutraliser, c'est qu'on les récupère, on les analyse et on peut évidemment en établir la provenance et lever tous les doutes concernant leur origine. Dernière question, Olivier Weber. On voit bien quand même que les règles du droit international, les constructions passées sont en train d'être remises en cause, de plus en plus remises en cause. On voit que celui qui détient l'armée de la première puissance militaire au monde et qui, malgré ses déclarations fracassantes, Donald Trump ne parvient pas à jouer le rôle du gendarme du monde. Donc au fond, aujourd'hui, qui détient la puissance ? C'est le rapport de force entre les néo-empires, donc des empires qui deviennent expansionnistes. On peut dire que les États-Unis en font partie, puisque Trump a revendiqué nommément donc, le Groenland, entité danoise, donc européenne, le Panama et le Canada, qui a à peu près la même surface que celle des États-Unis, il ne faut pas l'oublier, même si c'est beaucoup moins habité. Et puis, bien sûr, ce recours à la force, donc une banalisation du rapport de force militaire, au moment où on fête quoi, les 80 ans des Nations Unies. C'est 1945, 3 ans plus tard, c'est la Charte universelle des droits de l'homme, signée à Paris d'ailleurs au Palais de Chaillot. Les 3 conventions de Genève, en 1949, et les protocoles additionnels qui constituent le droit international, le crime de guerre, qui définissent aussi les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité. Tout ça est battu en brèche, y compris la CPI, la Cour pénale internationale. Et donc, il y a une sorte de banalisation, effectivement, du rapport de force. Et puis, en même temps, pour finir, il y a une sorte d'entente entre ces néo-empires. On se partage une partie de la Libye. C'est exactement ça. Avant la guerre en Ukraine, il y avait 5000 hommes, 5000 Russes en Syrie, où j'allais. Je vais retourner bientôt, d'ailleurs. Et c'était une manière de dire au Erdogan, je vous laisse la Libye. Ça s'est fait comme ça. Et une partie de la Somalie, même si les Russes sont très présents en Afrique. Et donc, rappelez-vous, il y a 10 ans également, l'avion, le Sukhoi, qui était abattu. 17 secondes, l'avion russe qui rentrait de Syrie au territoire turc. Les batteries étaient prêtes, en fait. Je me suis dit, c'est un casus belli, j'étais sur le terrain en plus. Ça n'a pas bougé. Il y a eu des échanges de diplomates, c'est tout. Donc voilà, c'est une entente cordiale ou presque cordiale entre ces néo-empires expansionnistes. Et en tout cas, on peut penser qu'on est au minimum, comme on dit en mathématiques, de cette courbe du droit. J'espère qu'elle va remonter un de ces jours.